Bonjour à tous. Première vidéo de langage Python qui vise à baliser tout le programme du lycée en Python, qui sera principalement appris en seconde et un petit peu en première. Bien entendu, il y aura de plus en plus d'exercices, mais qui sont sur une base qui est finalement assez facile à atteindre. On va d'abord faire quelques petits rappels. Concernant l'algorithmique, on a appris au collège à se servir de Scratch. Au lycée, c'est le Python. Tout ça, ça fait partie de langage informatique, langage de programmation visant à faire des algorithmes. La science des algorithmes, c'est l'algorithmique. Un algorithme, qu'est-ce que c'est? C'est une recette de cuisine qui contient des données qu'on appelle des variables. C'est un peu comme des ingrédients. Ensuite, il va y avoir des instructions extrêmement précises, codées, et qui vont porter sur ces variables. Et on va ensuite publier un résultat qui va être, si vous voulez, le gâteau à la fin de la recette. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les variables qui sont disponibles en Python, mais il faut d'abord que vous compreniez quelque chose. Quel est l'intérêt de faire de l'algorithmique? Quel est l'intérêt d'utiliser un ordinateur? Le principal atout, c'est la vitesse. L'ordinateur est capable d'exécuter des opérations et des instructions à la vitesse de la lumière. Donc, on va demander à notre algorithme d'effectuer des boucles et d'effectuer des milliers d'instructions qu'il effectuera en 1 seconde. Donc, cela présente évidemment un avantage conséquent de gain de temps, mais comme on privilégie la vitesse, on est obligé de voyager un petit peu léger, et cela a quelques inconvénients que vous verrez par la suite. Donc, on va étudier à haute feuille, du moins, Python sur Numworks. Et donc, je vais vous présenter un tout petit peu à quoi ça ressemble. Donc, prenez votre calculatrice Numworks. Évidemment, toutes ces vidéos, il vaut mieux les faire avec sa calculatrice en main. Et plus on manipule le langage Python, plus ça devient facile et rapide à exécuter. Il y a des mises à jour qui sont disponibles régulièrement sur Numworks. Par exemple, la dernière permet de faciliter l'écriture en Python et c'est extrêmement pratique. Donc, quand vous allez dans l'émulateur, c'est juste ce qui est en ligne, mais quand vous allez dans le logiciel de Python de Numworks, vous avez accès à une liste de programmes. Vous faites un nouveau programme et quand vous allez dans ce nouveau programme, vous cliquez OK, vous arrivez sur cet écran qui s'appelle l'éditeur de texte. C'est là que vous allez entrer ce qu'on appelle vos lignes de code. En langage un peu pompeux, c'est des lignes de programme. Vous allez coder, vous allez apprendre à programmer, c'est la même chose. Et toujours, ça commence comme ça, un éditeur de texte sous Numworks. C'est là-dedans que vous allez rentrer votre programme. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire ça? On voit qu'il y a une suite de nombres sur la colonne de gauche qui correspond aux lignes. Ça, c'est uniquement pour servir de référence. Quand il y aura un problème dans votre programme, un problème de syntaxe souvent, Python vous expliquera, voilà, allez à telle ligne, c'est là que se situe le problème. Et sur la première ligne, sur la ligne 1, immanquablement, dans Numworks, il y aura écrit ces instructions, from math, import, étoile. Et vous voyez qu'il y a des mots en rouge, des mots en noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mots en rouge sont reconnus par Python, que ça fait partie du langage Python. From, ça veut dire depuis, à partir de. Et import, c'est importer, c'est-à-dire qu'on va prendre à partir de la bibliothèque math, qui le reconnaît aussi comme une bibliothèque. Donc là, il est écrit en noir. Import, il va importer étoile, ça veut dire tout. Vous voyez que l'étoile est en rouge, il reconnaît ça aussi comme une instruction. Donc, on donne automatiquement cette instruction-là à Python d'aller chercher dans une bibliothèque, un module qui s'appelle math, un ensemble d'instructions que l'on va mémoriser. Donc, je vous ai dit que Python allait voyager léger. Donc, il y a très peu d'instructions de base qui sont incluses dans le Python de base. Et là, automatiquement, Numworks rajoute toute la bibliothèque math parce qu'il sait qu'au lycée, on va avoir besoin de cette bibliothèque. Que contient-elle? Si on fait la petite description du module math, cette bibliothèque, elle contient des constantes que l'on connaît comme E, la constante exponentielle, ça vous verrez cela en première, pardon, qui correspond à 2, quelque chose.
la constante pi, que vous connaissez déjà bien sûr, que vous avez déjà vu au collège, qui ne sont pas égales à ce que vous voyez, bien sûr. Ce sont des nombres irrationnels, E et pi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'écrire en écriture décimale. Ce n'est pas une suite finie de chiffres séparés par une virgule. Cela continue à l'infini. Et donc, ce que vous voyez, E et pi, ce qui est marqué là, Python les reconnaîtra, mais reconnaîtra en fait des approximations de ces nombres qu'on voit à une quinzaine de décimales près ou une douzaine de décimales près après la virgule. Donc, ce sont d'assez bonnes approximations qui nous suffiront amplement pour nos calculs. Il reconnaît aussi, par exemple, SQRT entre parenthèses X, c'est-à-dire quand vous entrez cette instruction dans Python, une fois que vous avez inclus le module maths, Python va reconnaître que quand vous lui dites faites SQRT entre parenthèses X, vous voulez faire la racine carrée de X. Pourquoi SQRT? En anglais, c'est square root, carré, racine, racine carrée. La fonction power, puissance, P-O-W entre parenthèses XY, c'est X à la puissance Y, etc. Donc toutes ces instructions sont automatiquement rentrées dans Python. Python arrivera à les reconnaître, si vous voulez. Vous augmentez la capacité de langage de Python. Ça prend un tout petit peu plus de mémoire. Ça va ralentir une fraction de seconde Python, mais pour nous, à l'œil nu, on ne verra pas la différence. Donc, Numworks le fait automatiquement. Je vous avais dit qu'on allait parler des variables. Alors, les variables, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les données de base qu'on va rentrer dans notre programme. En fait, ce ne sont pas des données comme ça, il y a 5 types de données, et c'est plutôt 5 types de casiers. Vous imaginez des récipients ou des casiers de 5 formes différentes, qui peuvent accepter 5 choses différentes. D'accord? Donc, on va avoir à chaque fois un type et un exemple. Le premier type, la plus simple, c'est la variable numérique entière. Par exemple, j'écris dans mon programme nombre égale 3, ça veut dire que je crée une variable qui s'appelle nombre, exactement écrite comme cela, avec en minuscule, la majuscule et minuscule comptent, ce sont deux lettres différentes, la nombre en minuscule égale 3, ça veut dire que je mets 3 dans la variable nombre. 3 est un nombre entier, donc Python reconnaîtra cela comme une variable numérique entière. Égal, ça c'est très important, en algorithmique, ou en Python du moins, égal ne veut pas dire égal en mathématiques. Cela veut dire on met dans. D'accord? Si j'écris nombre égale 3, d'accord? Ça veut dire que je mets 3 dans nombre. Si j'écris nombre égale nombre plus 1, ça veut dire que je mets dans nombre, dans la variable nombre, ce qu'il y avait avant dans nombre, plus 1. Donc là, si je fais cela, nombre égale 3 et la ligne d'après, je mets nombre égale nombre plus 1, Python saura que dans nombre, il y a la valeur 4. Évidemment, on va se servir parfois de nombres réels. Alors là, on crée quelque chose qui s'appelle une variable numérique flottante. On reviendra sur ce terme un peu bizarre. Il s'agit, si vous voulez, d'une approximation des nombres réels. Alors par exemple, je crée une variable A égale 2,7. Et vous avez vu que le point remplace la virgule. 2,7, ça veut dire 2,7. On utilise la convention américaine, si vous voulez, qui est internationale en programmation. Vous n'utiliserez pas la virgule pour signifier la virgule, la différence entre la partie entière et la partie décimale dans un nombre décimal. Elle sera différenciée par le point. Troisième type de variable, les chaînes de caractères. Alors là, on veut écrire un mot, en fait. On veut essayer de faire retenir à Python que ce n'est pas le contenu qui compte, c'est la forme des lettres. Voilà. Donc on crée une variable qui s'appelle jour et qui est égale à lundi. Et on mettra ça bien entre guillemets pour lui faire comprendre à Python qu'on veut en fait rentrer dans cette variable jour une chaîne de caractères qui est la suite de lettres L-U-N-D-I. C'est tout. Quatrième type de variable, la variable booléenne. C'est une variable qui n'a que deux possibilités d'entrée, soit true, soit false. True, ça veut dire vrai, false, faux. Donc par exemple, je crée la variable résultat
qui est égal à true. Là, Python reconnaît automatiquement, avec un T majuscule, que je crée une variable booléenne. D'accord? Elle ne sera, ce qu'on pourra mettre dans ce casier-là, c'est soit true, soit false, rien d'autre. Boolean, ça vient de George Boole, qui est un mathématicien anglais du 19e siècle. C'est assez intéressant. C'est un mathématicien qui a développé tout un domaine de logique basé sur le système binaire. Un système binaire, c'est deux possibilités, 0 ou 1, vrai ou faux. Et donc, il a inventé tout un système logique là-dessus. À l'époque, vous imaginez bien, au début du 19e siècle, ça ne servait pas à grand-chose. Mais comme souvent en mathématiques, les recherches mathématiques devancent leurs applications dans la vie quotidienne. Et là, évidemment, cette logique binaire a trouvé un formidable usage en électronique et en informatique. Donc, en mémoire de George Boole, on appelle cette variable, vraie ou fausse, une variable booléenne. Et on verra un petit peu plus tard, on rentrera un peu plus en détail sur cette logique binaire. Enfin, donc je vous ai dit un peu plus tôt que si je m'étais créé la variable nombre égale 3 et que je disais que nombre est égal à nombre plus 1, par exemple, je dis nombre égal à 2, plutôt nombre égal à 5 après, eh bien, Python va oublier ce que j'ai mis précédemment. D'accord ? Si j'ai envie de garder l'ensemble des variables que j'ai mises dans un casier, il faut que je crée une liste, en fait. Et à cette liste, je pourrais ajouter des éléments. Je peux démarrer avec rien du tout dans cette liste. La liste, on l'appelle souvent L, mais on peut l'appeler différemment. Elle se reconnaît par Python grâce au crochet que vous voyez. Donc, dès qu'on met quelque chose entre crochets, Python comprend que c'est une liste. Les variables qui sont à l'intérieur seront séparées toujours par des virgules, cette fois-ci. Et ça peut être des variables de type différent. Donc là, j'ai créé une liste, par exemple, avec 4 variables différentes. Une variable booléenne, false, une variable numérique flottante, 4,1025, virgule étant un point, une variable numérique entière, 3, et une chaîne de caractères, Martin. Et à cette liste, on pourra enlever, ajouter, voilà, faire tout un tas de choses que l'on verra en première. Donc pour les secondes, il n'y a pas de besoin de voir les listes pour l'instant. Revenons maintenant à cette variable numérique flottante. Qu'est-ce que c'est que les nombres flottants? Alors, il faut toujours revenir à ce qu'est un ordinateur. Rappelez-vous, le booléen, 0 ou 1, le système binaire. C'est-à-dire que c'est est-ce que le courant passe ou le courant ne passe pas? 0, il ne passe pas, 1, il passe, si vous voulez. Et les nombres, comme toutes les instructions dans une calculatrice ou dans un ordinateur, sont mémorisés par une série de chiffres binaires. Les chiffres binaires, ce qu'on appelle des bits. Vous savez que dans un ordinateur, il y a une quantité gigantesque de bits dans un microprocesseur, et il y en a généralement 64 qui sont attribués dans une calculatrice pour donner un nombre. D'accord ? Donc vous imaginez qu'un nombre est codé dans une calculatrice par une série de 64 bits, c'est-à-dire une série de 64 0 ou 1. Vous les imaginez, les uns à la ligne, c'est 1, 0, 0, 1, 1, 0, comme ça. Et il peut y en avoir 64. Donc ça nous donne quoi au maximum? 2 puissance 64 nombres possibles, enfin, ou liste, suite de 0 ou de 1 possible. Donc ça limite un petit peu forcément, vous imaginez d'abord, la quantité de nombres que l'on peut mettre dans une calculatrice, d'accord? Que l'on peut afficher dans une calculatrice. Seulement, il y a une deuxième difficulté. Rappelez-vous, souvenez-vous des nombres décimaux. Et, par exemple, un tiers. Est-ce que vous pouvez écrire un tiers comme nombre décimal? Non. Pourquoi? Parce qu'un tiers ne s'écrit pas sous la forme A sur 10 puissance k. A divisé par 10 puissance k. C'est ça un nombre décimal. D'accord? Et un tiers, on ne peut pas l'écrire comme cela. Un tiers, c'est 0,333 à l'infini. Et donc, on n'arrive pas à l'écrire de façon décimale. Eh bien, figurez-vous que dans le système binaire, c'est la même chose. Au lieu d'être A sur 10 puissance k, pour pouvoir écrire un nombre en binaire, il faut qu'il soit de la forme A sur 2 puissance k.
c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres dyadiques. Vous avez l'ensemble des nombres décimaux, a sur 10 puissance k, où a est un entier relatif et k est un entier naturel. Et l'ensemble des nombres dyadiques, ce que l'on peut représenter en système binaire, sont les nombres qui s'écrivent a sur 2 puissance k, a entier relatif, k entier naturel. Et là, on a un premier problème. Vous voyez qu'il y a des nombres qu'on ne pourra pas représenter en écriture dyadique, si vous voulez, en écriture binaire, dans la calculatrice. Donc là, la solution, évidemment, pour Python, pour toute calculatrice, c'est de réussir à faire une approximation qui ne se voit pas à l'œil nu. D'accord ? Mais je vous ai dit, il y a aussi que 2 puissance 64 nombres possibles qui soient affichables, si vous voulez. Et donc, ça oblige à une astuce, en fait. La calculatrice va voir si on fait des calculs qui sont extrêmement petits, où il faut beaucoup de nombres après la virgule, ou alors extrêmement grands. Et il va attribuer ce 2 puissance 64 à des calculs petits ou grands. Et donc, en fait, comment va-t-elle faire? Elle va essayer de faire fluctuer, de faire flotter cette virgule de façon à avoir le maximum de nombres affichables dans la partie qui nous intéresse. Donc, cette virgule flottante, dans un ensemble de nombres dyadiques, un sous-ensemble de nombres dyadiques, c'est ça, les nombres flottants. D'accord? C'est une espèce d'astuce. Et qu'est-ce que ça veut dire donc? Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les nombres flottants? C'est que d'abord, un ordinateur ne travaille pas avec des nombres réels, mais plutôt avec un sous-ensemble de nombres décimaux. Les nombres flottants sont donc un sous-ensemble des nombres dyadiques, a sur 2 puissance k. Cela va expliquer que parfois, sur du Python, vous obteniez des résultats qui sont très proches d'un nombre entier que vous cherchez, mais pas exactement celui-là. Par exemple, vous allez obtenir 2,999 au lieu de 3. Pourquoi? Parce que Python est obligé de faire des arrondis. Et il y a enfin une dernière conséquence qui est importante à retenir, c'est qu'il faut éviter de manière générale de comparer des nombres réels entre des nombres flottants. D'accord? L'égalité, si vous vous amusez à calculer, à comparer l'égalité 3 plus 10 puissance moins 16 est égal à 3, est égal à, dans Python, ça se dit 2 fois égal, eh bien, Python va vous dire que ça, c'est vrai, alors que c'est faux, évidemment. Donc, 3 plus 10 puissance moins 16 est égal à 3, ça vous renverra le résultat true, alors que si vous faites un test d'égalité 3 plus 10 puissance moins 15 est égal à 3, là, ce sera false. Évidemment, c'est faux. Pourquoi? Parce que la précision de Python se situe à ce niveau-là. Voilà pour cette fois-ci. Merci de votre attention. Au prochain cours, nous allons rentrer dans les vraies instructions. Maintenant que nous avons vu les variables, on va voir comment est-ce qu'on peut les manipuler. Tout d'abord, les instructions conditionnelles, puis ensuite nos premières fonctions. Je vous remercie de votre attention.